Bonjour Michael. Bonjour Grace. Merci de nous accueillir sur ta ferme. Avec plaisir. On va commencer par aller chercher les vaches. Là, il est l'heure. Il faut qu'il y ait un accompagnement technique, un accompagnement humain, un accompagnement économique et un accompagnement financier pour que ça fonctionne. Depuis 2013, on a multiplié par 10 la surface cultivée en bio sur notre territoire. Un vieux tracteur. Lui, on l'a pas acheté avec la PAC, tu vois, par exemple. Il a existé avant la PAC. Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire. Je m'appelle Grace Leplat et avec l'association Bio en Hauts-de-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, nous parlons des filières alimentaires. Pourquoi faut-il les repenser pour transformer l'agriculture ? Pourquoi même c'est un enjeu pour favoriser le développement de l'agriculture biologique dans nos territoires ? Grâce à Sébastien Lemoine, agriculteur bio dans le Cambrésis, vous allez découvrir un sucre unique au monde, made in Hauts-de-France et bio. On retrouvera enfin Jean-Luc Allais, vice-président de Douaisis Aglo, qui témoignera du rôle des politiques publiques pour développer ces nouveaux outils du milieu de chaîne. On retrouve tout de suite Simon Allais, co-directeur de Bio en Hauts-de-France. Bonjour Simon. Bonjour Grace. Simon, tu nous emmènes à Gauzocourt, dans le Cambrésis, à la rencontre de Sébastien Lemoine, qui est agriculteur bio en grande culture. On va profiter de la route là pour que tu nous parles un petit peu de la transformation nécessaire de l'agriculture. Pourquoi, selon toi, Simon, il faut transformer tous les maillons des filières alimentaires ? Tout d'abord, il y a une question agronomique. Le métier d'agriculteur, évidemment, c'est de produire. Et il doit faire face à certaines contraintes agronomiques, parmi lesquelles gérer le développement des maladies, des ravageurs, donc ça peut être des insectes, des mauvaises herbes, de l'enherbement, avoir aussi un sol fertile. Donc ça, c'est le métier d'agriculteur, agro-trait. Et donc il y a deux façons de gérer ces problématiques agronomiques. Il y a une approche curative, donc des herbicides, des insecticides pour gérer ces problématiques. On fait appel aussi à la chimie pour amener des engrais minéraux pour nourrir la plante. Et l'autre approche, c'est une approche préventive qu'on utilise fortement dans l'agriculture biologique. C'est l'agriculteur va faire en sorte de créer les conditions pour qu'il n'apparaissent pas ces problématiques dans ses champs. Donc la meilleure façon de créer les conditions pour éviter d'être embêté par le développement de ces problématiques agronomiques, c'est d'avoir une approche préventive par le développement de rotations plus longues, plus diversifiées. Donc plutôt que d'avoir 2, 3, 4 cultures, il va plutôt avoir une dizaine de cultures, mettre des légumineuses, de la luzerne, une rotation de cultures qui fait que ça va finalement casser le cycle de développement des insectes, des maladies et des mauvaises herbes, quoi. Donc ça, c'est une approche vraiment centrale dans tous les enjeux de transition, c'est de rediversifier les assommants, alors qu'en région, on n'est plutôt pas sur ce schéma, puisque 65% de la surface agricole en région, c'est 3 cultures, quoi. D'accord, et du coup, qu'est-ce que ça implique de changer cette façon de voir pour les filières ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le paysage agricole qu'on a aujourd'hui en région, il est hérité de la façon dont les filières se sont organisées. Le fait qu'on ait des systèmes plutôt simplifiés avec peu de cultures par ferme, c'est hérité de la façon dont les outils se sont construits. Et on a aujourd'hui plutôt une situation où on a des gros outils de transformation. Le modèle industriel, c'est écraser les charges fixes par le volume. Et qui dit outils de taille importante, dit en face, il faut amener les productions pour faire tourner ces outils, quoi. Et Simon, est-ce que tu as des exemples concrets en région ? En région, on a des exemples comme la betterave ou la pomme de terre, par exemple. La betterave, c'est 200 à 300 hectares qui sont transformés tous les jours dans une usine. On a d'autres exemples là, qui nous inquiètent particulièrement sur la pomme de terre. On a aujourd'hui beaucoup de pommes de terre déjà, donc ça a un impact sur les sols, etc. Et on a 3 industriels qui vont s'implanter là d'ici 2-3 ans. Ça fait 50 000 hectares de pommes de terre en plus. Et donc, on a bien un phénomène économique qui vise à concentrer des gros outils de transformation, alors que les agriculteurs, eux, ils ont plutôt besoin de diversifier. Donc on a ce paradoxe à gérer, un paradoxe agronomique où on va rechercher la diversité des cultures, des plus petites parcelles, des plus petits lots, alors que le modèle économique il est plutôt fait aujourd'hui pour avoir des
gros outils, donc des gros lots, des gros volumes. C'est changer les outils pour changer les cultures. C'est exactement dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et pourquoi c'est un enjeu particulièrement important pour favoriser le développement de l'agriculture biologique dans les Hauts-de-France ? Parce que l'agriculture biologique c'est construite notamment sur ce postulat d'avoir des rotations plus longues, plus diversifiées. Et donc si on veut que l'agriculture biologique se développe, il faut qu'on crée les conditions pour que les agriculteurs passent de 3 à 10 cultures. Et donc il faut qu'on invente des outils de transformation pour valoriser la luzerne, les lentilles, la betterave. Donc c'est le cas avec l'exemple qu'on va voir à Gouzeaucourt. Et vous, à Bion Hauts-de-France, comment vous abordez ce sujet-là ? On pense qu'il y a plein d'agriculteurs en fait, qui ont envie de faire différemment. On a montré ces 10 dernières années qu'on savait produire en bio dans plein de productions différentes, dans plein de terroirs, plein de territoires. Les agriculteurs, finalement, ils ont assez faim et soif d'apprendre et créer de nouvelles choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent le faire et du coup inventer et agir au niveau des filières. D'autant plus dans le cas d'un changement climatique, les contraintes agricoles vont être de plus en plus fortes et donc on pense qu'il faut absolument que les entreprises, les transformateurs intègrent cette nouvelle donne agricole qui fait que les agriculteurs vont devoir gérer le risque climatique. Il faut avoir du coup des process, des façons de transformer pour s'adapter à ces problématiques. L'idée, c'est de prendre l'ensemble des productions agricoles, que ce soit des légumineuses. On travaille sur la févrole, la destination de l'alimentation humaine, sur la luzerne, sur le lait. Par exemple, le lait, ça c'est intéressant. On voit que les éleveurs laitiers qui font du lait à l'herbe, c'est un lait qui est très pertinent, qui capte le carbone parce que c'est des prairies, etc. Mais aujourd'hui, on arrive pas bien à valoriser ce lait de printemps. Et du coup, pareil, c'est d'inventer des fromageries coopératives. En fait, l'intérêt agronomique des agriculteurs qui va être de rediversifier et du coup plutôt travailler avec la nature. Il faut qu'en face, on ait le modèle économique qui va bien. Donc on essaye sur toutes ces filières d'inventer des nouvelles façons de transformer et valoriser ces productions. Super, merci beaucoup Simon. Merci Grace. On arrive chez Sébastien Lemoine. Bonjour Sébastien. Bonjour Grace. Sébastien, tu es agriculteur bio en grande culture à Gouzeaucourt, dans le Cambrésis, et tu es président de la fabrique à sucre. Est-ce que tu peux nous raconter, pour commencer, un petit peu ce que c'est que cette fabrique à sucre ? Alors la fabrique à sucre, c'est une micro-sucrerie 100% bio qui va ouvrir en 2026 et qui à terme écrasera 450 hectares de betteraves sur l'ensemble de la région de Hauts-de-France. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça ? Non. En fait, aujourd'hui, il y a des outils, des très gros outils conventionnels qui sont pas du tout adaptés pour nos productions biologiques. Et donc, il a fallu créer cette micro-sucrerie de A à Z. Et également, le process utilisé en conventionnel n'était pas du tout adapté pour nous. Nous, l'idée, c'était de faire un process le plus vertueux possible. Notre process consomme 50% d'énergie en moins par rapport à une sucrerie classique, et il ne prélève pas d'eau dans la source. C'est-à-dire que la betterave, c'est 75-80% d'eau. On récupère cette eau de la betterave pour laver nos betteraves. Donc on ne prélève pas d'eau dans la source. Donc c'est un circuit fermé. Pour revenir un petit peu à la genèse de ce projet, pourquoi est-ce que toi, tu as ressenti cette nécessité de créer une filière ? C'est parti d'un constat en 2016 avec la nouvelle régionalisation. Un des parents pauvres de la bio dans notre nouvelle région, c'était l'Aisne, région emblématique de la production de betteraves, et aucune valorisation de cette filière en bio. Si on voulait qu'il y ait des conversions et que les surfaces augmentent en bio, il fallait absolument créer une filière, valoriser la betterave en bio. L'idée part de là. Justement, vous avez réfléchi le projet, vous êtes allé assez loin dans la réflexion du projet, parce que vous avez voulu qu'il ait des impacts positifs sur le territoire. Je sais qu'il y en a plusieurs, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Oui, plusieurs impacts. La préservation de la ressource en eau, de par l'agriculture biologique, la préservation de la ressource, de par notre process que j'expliquais, en ne prélevant pas d'eau dans la ressource. Il a un impact emploi, bien sûr, même si la micro-sucrerie ne va pas générer énormément d'emplois, c'est à peu près 5-6 plein temps et entre 10 et 15 saisonniers. Mais c'est aussi de l'emploi pour désherber les betteraves dans les champs. Compte entre 50 et 150 heures à l'hectare de désherbage. Donc ça, c'est un impact important sur la région, sur l'emploi.
Et puis il y a aussi des règles qui sont assez strictes, c'est-à-dire que les producteurs ne doivent utiliser que 10 hectares, c'est ça, pour produire la betterave ? Oui, la surface maximale par exploitation est de 10 hectares. On ne cherche pas une concentration de betteraves sur un secteur, ce qui n'est pas très bon pour la biodiversité, donc des plus petites parcelles. Donc c'est 10 hectares maximum par exploitation. Et c'est aussi un moyen de donner de l'accessibilité à un maximum de producteurs de venir rejoindre la fabrique à sucre. Et c'est un atout considérable pour la biodiversité. Oui, complètement. Le fait d'avoir des plus petites parcelles, bien sûr, on augmente la biodiversité, mais c'est aussi, pour nos régions, un impact économique important. On va quand même sortir le seul sucre en France et en Europe brut de betterave, ce qui n'existe pas ailleurs, quoi. Ouais, c'est dingue. Ça fait 10 ans maintenant que vous travaillez sur ce projet. La fabrique doit ouvrir l'année prochaine, en 2026. Comment est-ce que vous avez construit ce projet ? Qui vous a aidé, accompagné, financé ? Effectivement, il nous fallait mettre des moyens humains, de la matière grise. Donc les agences de l'eau, dans un premier temps, nous ont énormément aidés à financer cette matière grise. Ensuite, il y a eu la région et le département plutôt du côté investissement. Les agences de l'eau et notamment l'AEAP a financé aussi la partie financement du projet. On a la communauté d'agglo de Cambrai qui nous a favorisé l'accessibilité au terrain pour la construction de cette micro-sucrerie. Et l'agence bio, plutôt dans la création de la filière. Et Bio Hauts-de-France aussi a joué un rôle important ? Bio Hauts-de-France a toujours été le soutien de la fabrique à sucre. La fabrique à sucre commence à prendre son indépendance, mais toujours avec le soutien de Bio Hauts-de-France qui était là dès le départ, bien sûr. En tout cas, c'est un super projet. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Grace. Pour aller plus loin, j'ai rencontré Jean-Luc Allais, vice-président de Douaisis Agglo, en charge du projet alimentaire territorial. Jean-Luc Allais, vous avez souhaité agir sur le développement d'outils de transformation locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez donné cette orientation au PAT, au projet alimentaire territorial ? Alors, ce qui nous a amené à parler de valorisation de produits locaux, c'est la suite normale de tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. On a eu la chance de bénéficier d'une étude très détaillée de la production et de l'alimentation, de la consommation, sur notre territoire par le BASIC. Le potentiel nourricier de notre territoire, il est de 29% avec le régime alimentaire actuel. Donc là, il y a un problème, puisqu'on veut relocaliser l'alimentation, avoir le plus d'autonomie possible. Et un deuxième chiffre, en matière de légumes frais et de légumineuses, on est à 178% de nos besoins qui sont quasiment tous exportés pour être transformés ailleurs et revenir chez nous. Donc on s'est dit que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et que peut-être il nous fallait un outil de transformation sur notre territoire pour essayer d'améliorer un peu ces différents pourcentages. Alors des outils de transformation, il en existe puisque tous nos légumes partent ailleurs, mais on voulait un outil plus intermédiaire entre les circuits courts qu'on avait développés dans une première période et face aux grands groupes qui font leur boulot de transformation. Cet outil de taille intermédiaire qui nous permettait de diversifier l'offre pour une consommation plus locale, les restaurateurs, les consommateurs classiques, la restauration collective, les épiceries solidaires, tous ceux avec qui on travaille, et un outil intermédiaire où les producteurs seraient impliqués, de façon à ce qu'ils soient assurés d'une juste rémunération. Il y avait aussi cette idée-là qui nous tracassait un peu, de payer à son juste prix le producteur, et puis aussi, bien sûr, d'essayer de développer tout ce qui était légumineuse bio en ayant cet outil, puisque cet outil serait à la fois pour les conventionnels, mais aussi pour tout ce qui était producteur bio. Et quel rôle justement a une agglomération comme Douaisis Agglo à jouer dans ces filières alimentaires ? C'est d'abord de réaliser l'étude de marché pour voir si on confirme ou si c'est pas la peine d'aller plus loin. À partir de cette étude de marché, c'est de dimensionner l'outil en fonction des besoins de notre territoire. Notre territoire, c'est pas seulement Douaisis Agglo. On est trop petit au point de vue échelle. On est allé voir les territoires voisins et on a noué des contacts avec toutes les intercos qui nous entouraient. Notre rôle aussi,
dans la mesure où on va mettre de l'argent, puisque c'est nous qui allons construire la coque de ce bâtiment. On a 3 millions d'euros qui sont prévus au PPI, et c'est aussi de construire une gouvernance publique-privée avec les producteurs, avec les consommateurs, et avec, bien sûr, la force publique qui va financer, de façon à veiller à ce que tout le monde s'y retrouve. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des freins peut-être, dans la construction de ce projet? C'est jamais simple quand on innove, quand on part sur des projets comme ceux-là, surtout que là, on est sorti de notre zone de confort. On est parti vers les territoires voisins. Donc là aussi, il y a une difficulté. Les territoires voisins ne sont pas avancés comme nous sur les PAT, sur la transition agricole et alimentaire. Douaisis Aglo, je crois que là-dessus, a fait ses preuves. On a aussi, bien sûr, le positionnement face aux grosses entreprises de l'agroalimentaire. Actuellement, les producteurs, ils sont peut-être pas payés comme ils le souhaitent, mais ils sont sûrs d'écouler leur production. On a besoin aussi de la DRAF, de la région, je ne sais pas qui peut jouer ce rôle, pour essayer de coordonner l'implantation de tels outils sur le territoire. Si nous, on se met là-dedans et que dans 1 an ou 2, le territoire voisin à 10 km monte aussi un projet, ça ne va pas le faire. Donc, on a besoin d'avoir une coordination au niveau de la région, au moins. Et puis, on revient à la première difficulté, c'est de faire travailler vraiment ensemble des agriculteurs et de les garder sur le long terme. Et c'est vraiment ça une difficulté. Jean-Luc Allais, dans tout ce que j'entends là, est-ce qu'il y a aussi de votre côté la volonté de pouvoir aider à développer les surfaces en agriculture biologique sur votre territoire? Oui, bien entendu, on a à travers Biocad, et on cherche tous les moyens pour développer les surfaces en agriculture biologique. Et là, c'est un moyen de valoriser les productions en agriculture biologique, en particulier les légumineuses. Pourquoi les légumineuses? Parce qu'elles ont un double intérêt. Ça rentre dans les rotations, dans l'assolement des agriculteurs bio qui ont besoin de beaucoup de rotations. Et puis, aussi, tout à l'heure, on parlait de changer l'alimentation de notre population. C'est aussi un substitut pour remplacer les protéines animales. Super, merci beaucoup Jean-Luc Allais pour toutes ces explications. Je vous souhaite une belle continuation dans ce projet en tout cas. Vous l'avez compris, la transformation des filières alimentaires est un levier essentiel pour réinventer notre modèle agricole et renforcer l'agriculture biologique. Grâce aux témoignages de Simon Allais, Sébastien Lemoine et Jean-Luc Allais, nous avons compris que repenser ces maillons intermédiaires permet non seulement de structurer des filières plus durables, mais aussi de créer des opportunités économiques locales et de garantir une meilleure rémunération à nos producteurs. L'exemple de la fabrique à sucre illustre parfaitement cette dynamique. De leur côté, les collectivités, comme Douaisis Aglo, jouent un rôle clé en investissant dans des infrastructures adaptées aux besoins des producteurs bio. Ces transformations demandent du temps et une véritable coopération entre les différents acteurs du territoire. Mais elles ouvrent la voie vers un système alimentaire plus résilient, plus juste et plus respectueux de l'environnement. Merci d'avoir écouté cet épisode et rapprochez-vous de l'association Bio en Hauts-de-France. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition.